Quel est le lien entre South Park, The funniest show ever where all the lesbians and Jews complain about stuff? The fucking president had to take it off the air. Top Gun Maverick, Top Gun smashed records at the box office. The sequel is reportedly headed for the biggest Memorial Day weekend opening ever. Donald Trump America is back. et l'un des hommes les plus riches du monde. Bon, je peux pas vous l'expliquer en 30 secondes parce qu'il reste encore 30 minutes de vidéo là, mais sachez une chose, déjà, je pense que vous n'avez pas encore entendu parler de cette histoire dans son intégralité. Et pourtant, tout ça pourrait bien redéfinir à jamais toute l'industrie hollywoodienne. Commençons justement par lui là, notre ami Larry. Larry Ellison est un multimilliardaire qui, il y a quelques mois, en septembre 2025, est brièvement passé devant Elon Musk et est devenu l'homme le plus riche du monde. Il a ensuite perdu sa place quelques heures plus tard, alors je vous expliquerai un peu plus en détail les fluctuations dans sa fortune plus loin dans cette vidéo. Et aujourd'hui, sa fortune s'élève à 250 milliards de dollars, ce qui fait de lui le troisième homme le plus riche du monde. Donc vous inquiétez pas, il lui reste encore quelques milliards. Donc je vous ai pas menti quand je vous disais que ce mec-là fait vraiment partie du 1% des 1%. Mais comment Larry est-il devenu aussi blindé? Et bah ça tombe bien que vous posiez la question, puisque sa fortune, il la doit à l'origine à la CIA. Et oui, parce que dans les années 70, après avoir lâché l'université avant l'obtention de son diplôme, Larry n'était encore qu'un jeune programmeur batifolant de start-up en start-up dans la encore toute jeune Silicon Valley, et à ce moment-là, il commence à maîtriser de mieux en mieux la technologie des bases de données. Ouais, c'est pas le truc le plus sexy dans le monde de la tech, mais c'est ce qui va le pousser, lui et deux associés, à créer en 1977 sa première société, SDL. Et leur premier client, c'est la CIA, qui leur demande de travailler sur une base de données classifiée, base de données dont le nom de code est Oracle. Et Oracle, ça deviendra plus tard le nouveau nom de la société de Larry. Et aujourd'hui, Oracle, c'est la boîte qui a rendu Larry immensément riche. Aujourd'hui, la boîte pèse plus de 500 milliards de dollars. Et c'est d'ailleurs une société qui est un peu controversée, parce que donc leur business, c'est les bases de données. Ils gèrent les infrastructures numériques de très très grosses sociétés. Il y a même l'administration de certaines agences gouvernementales qui reposent sur leurs produits. Sauf que justement, leurs bases de données, elles ont souvent été critiquées parce que une fois que t'es enrôlé dans l'écosystème Oracle et que tes infrastructures reposent sur leurs bases de données, et bah t'es contraint à payer des licences à vie, des licences qui sont très très chères et dont les méthodes de tarification sont en plus un peu shady. Et franchement, Oracle, c'est pas le nom de la Evil Corporation cliché de base. Et je vous disais que récemment, Larry était devenu l'homme le plus riche du monde pendant quelques heures. Et ça, c'est dû au prix de l'action d'Oracle qui a explosé juste après que la société ait annoncé que son chiffre d'affaires dans les infrastructures cloud ferait un bond de x10 d'ici 2030 grâce au développement de l'IA. Mais surtout, Larry est ce qu'on peut appeler un milliardaire excentrique. Il possède un yacht, un très gros yacht, des avions, des villas incroyablement luxueuses, la quasi-totalité d'une île à Hawaï. Oui, le rachat de cette île a d'ailleurs créé pas mal de problèmes localement. Et ça, c'est la partie fun, parce que Larry, il est aussi pro-surveillance de masse, c'est un très bon poteau de Benjamin Netanyahou, il aime bien sortir puis se marier avec des meufs de 19 ans alors que lui a passé l'âge de la retraite, ouais je sais c'est dégueulasse, il finance aussi la recherche pour atteindre la vie éternelle et ça c'est bien un truc de milliardaire. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça fait quoi de son argent un milliardaire de 81 ans? Ouais, ce mec a 81 ans, ça se voit pas sur son visage, je sais, c'est terrifiant. Donc qu'est-ce que ça fait un milliardaire de tout cet argent? Et bah ça donne plusieurs millions à ses enfants pour qu'ils se fassent tout seuls, évidemment. Et Larry, il a deux enfants, David et Megan. Alors, je suis vraiment navré parce que Megan ne ressemble pas vraiment à ça, mais le truc c'est que c'est la figurine la moins sexiste que j'ai pu trouver sur internet, donc désolé. Et c'est David qui va nous intéresser dans un premier temps. Dès son plus jeune âge, David se consacre à sa grande passion, les gros avions. Son père lui achète son premier avion à 13 ans, et David va même participer à de nombreuses compétitions de voltige dès son adolescence. Bon, ça va être compliqué d'en faire un métier, même si, après tout, avec les milliards de son papa qui représentent environ 11 millions d'années de SMIC, est-ce qu'il a vraiment besoin de travailler, David? Non, pas vraiment. Mais c'est quand même vers une école de commerce qu'il va se diriger. École de commerce qu'il va très vite lâcher parce qu'en fait David il veut suivre sa deuxième grande passion, devenir acteur. C'est à USC, peut-être l'école de cinéma la plus prestigieuse au monde, que David va apprendre à devenir acteur, mais il va aussi y apprendre les rouages de la production de films. Enseignement qu'il mettra en pratique dans un court-métrage écrit, produit, réalisé et avec lui-même, court-métrage qui s'appelle When All Else Fails et qui raconte l'histoire, et ça ne s'invente pas, d'un fils de milliardaire dont la copine, qui est d'une classe sociale bien inférieure à lui, se fait kidnapper. Le protagoniste, qui est joué donc par David, doit alors se dépêcher de la retrouver car elle est diabétique et que chaque seconde compte. Vraiment, je
n'aurais pas pu inventer ce pitch. Le film est malheureusement aujourd'hui complètement introuvable. Mais tout ça, c'est qu'une petite tentative, un projet brouillon, puisque sa première véritable incursion dans le monde du cinéma, à Hollywood, avec les big boys, arrivera juste après ça. Je rappelle que le gars a tout juste 23 ans, il est toujours étudiant, hein. Elles arrivent quand même vachement vite, les opportunités professionnelles dans le vrai monde des grands Hollywood quand on est fils de milliardaire. Bref, le projet en question, c'est Flyboys, l'adaptation de l'histoire vraie de l'escadrille Lafayette, un groupe de jeunes pilotes américains s'étant portés volontaires pour rejoindre le conflit lors de la Première Guerre mondiale. Et David va décider de financer le film à hauteur de 30 millions via sa toute nouvelle société de production flambant neuve, Skydance. Le nom est évidemment toujours en lien avec les avions, la voltige, tout ça. Et il va aussi convaincre son père d'investir 30 millions de plus dans la production. Et en plus de ça, pour couronner le tout, il va aussi s'offrir l'un des rôles principaux. Voilà. Being a part of a movie like this on the screen is just a dream come true. Donc là, il combine ses trois passions, produire des films, jouer dans des films et les gros avions. Alright, how's it going, guys? It's David Ellison. Tony and myself and everyone involved with the movie wanted to make it as historically accurate as possible. C'est un peu con parce que Wikipédia m'indique vraiment le contraire, hein. Il y a un bon pavé sur les inexactitudes historiques du film, hein, quand même. À Hollywood, vous le savez, c'est toujours une très bonne idée d'investir son propre argent dans des vanity projects casse-gueule à plusieurs millions en s'offrant en plus le rôle principal, et le film est évidemment un four absolu. Si vous et moi on produisait un film qui s'avérait être un tel échec, hein, je pense qu'on n'aurait plus aucune opportunité dans le monde du cinéma et plus personne ne nous ferait confiance pour ce type de projet. Ça me paraît plutôt logique. Mais je vous rappelle que votre papa n'est pas immensément riche. Et oui, il arrive à intervenir pour remettre un peu d'ordre dans la société de production de son fils, et il va aussi mettre son fils David au contact de David Geffen, l'un des fondateurs du studio DreamWorks, et aussi Steve Jobs. Lui, vous devez peut-être le connaître, c'est le mec qui a fondé Next en 1985. Geffen et Jobs vont briefer David sur la manière dont on gère une société, et 3 ans plus tard, sans jamais n'avoir sorti un seul autre projet de film, de série ou de quoi que ce soit d'autre, Skydance, la société de David, signe officiellement un deal avec Paramount Pictures. Skydance aura donc le droit de choisir les projets de chez Paramount pour les produire en interne. Ah oui, et David va aussi lever 350 millions pour sa société, dont une grosse partie provient de son papa. Voilà. Donc, que va faire David de ces 350 millions et de ce deal en or avec Paramount? Et on va voir ça dans 2 minutes. Puisqu'il faut aussi que je vous parle de sa sœur, Megan. Megan, comme son frère et son père, elle va abandonner les études et va, en même temps que David, en 2006, s'intéresser à la production de films. C'est vraiment... il y a un truc dans la famille. Elle investit à une toute autre échelle que David, hein. Pas 65 millions d'un coup dans un gros navet projet passion, avec des gros avions, mais plutôt 2 millions par-ci, 1 million par-là. Et elle, ce qu'elle décide de financer, à la différence de son frère, c'est des propositions d'auteurs, des films plus intellectuels. Mais à l'instar de son frère, ça marche pas du tout. Tous ces films sont des échecs dont vous n'avez d'ailleurs probablement jamais entendu parler. En fait, il va falloir attendre 2011 pour que la chance se mette à sourire à Megan et David, puisqu'ils décident d'investir tous les deux dans la production d'un film assez risqué. Un western, on sait que le genre n'est plus vraiment populaire depuis plusieurs décennies, un film réalisé par les frères Cohen. They tell me you're a man with true grit. True Grit, ça va être vraiment le moment où à la fois Megan et David vont commencer à être pris au sérieux à Hollywood. True Grit, c'est 252 millions de dollars de recettes. C'est encore à ce jour le plus gros succès commercial de la carrière des frères Cohen. Visiblement, leurs paris sont gagnants, ils ont les épaules pour produire des gros projets, de bons films, de vraies visions artistiques singulières, et ce succès va carrément se confirmer par la suite. Le deal entre Ellison et Paramount va s'avérer extrêmement fructueux, puisque dans les années qui vont suivre, Skydance va produire d'énormes blockbusters à succès qui vont faire rentrer énormément de thunes. À commencer par Mission Impossible 4 qui relance la franchise en beauté, les suites de Star Trek, World War Z, Jack Reacher, Terminator Genesis, Transformers 5, Baywatch, Gemini Man, Geostorm, Ghosted, Luck, Désolé, j'ai vomi dans ma bouche. On va rester sur Mission Impossible et Star Trek si vous le voulez bien. Et surtout, David va produire le blockbuster parmi les blockbusters, le film qui a explosé toutes les attentes et qui trône aujourd'hui dans le top 15 des plus gros succès au box-office de l'histoire, je n'ai plus de souffle, Top Gun Maverick. Bon, pour Top Gun, faut remettre un peu de contexte, parce qu'on entend souvent que Ellison et Skydance auraient produit Top Gun Maverick, mais en réalité, il y a pas mal de bruits de couloir qui disent que même si Ellison a milité pendant plusieurs années auprès de Paramount pour mettre en production une suite ou un remake de Top Gun, parce qu'il aime beaucoup les
Les gros avions, ce serait plutôt Paramount qui se serait chargé de la prod du film en interne, et Skydance n'aurait fait qu'investir de l'argent dans le film sans s'occuper de sa création et de sa production. Pendant que David fait joujou avec ses robots, ses gros avions et ses films qui font boum boum, sa sœur, Megan, avec sa nouvelle société Annapurna, se met à rafler toutes les récompenses les plus prestigieuses de l'industrie en bossant avec certains des noms les plus respectés d'Hollywood. Paul Thomas Anderson, Catherine Bigelow, Spike Jonze, David O. Russell, Barry Jenkins. Les locaux de sa société de production sont situés dans une ancienne galerie d'art dans laquelle un mur entier a été rempli de VHS qui forment donc la lettre A, le logo de l'entreprise. Si vous allez aux toilettes dans les bureaux, vous urinerez à côté d'un tableau original d'Andy Warhol. Enfin bref, je crois que vous voyez le genre. En fait, ce qui me fume, c'est le cliché de toute cette histoire. Les enfants de milliardaires qui font leur petit projet passion financé par papa, avec la fille qui produit des films d'auteurs arty intellectuels, des films qui gagnent toutes les récompenses aux Oscars, aux Golden Globes, etc. Et le fils, beaucoup plus simple, dirons-nous, qui veut juste faire des films d'action bourrin avec des cascades, des avions et des trucs qui explosent. En fait, c'est presque trop cliché là. Mais peu importe le cliché de la situation, Megan et David sont maintenant vraiment pris au sérieux dans la ville des rêves brisés. Elle est loin l'époque où les deux enfants Ellison étaient considérés comme des dumb money, terme employé à Hollywood pour qualifier les gens un peu trop riches qui ont envie d'investir sans grand talent dans le cinéma. Ils sont maintenant installés et respectés, et pourtant Hollywood n'a pas encore la moindre idée de ce que prépare secrètement la dynastie Ellison. Parce que oui, là on est toujours dans la partie rigolote et sympa de la vidéo, mais on n'a pas encore parlé de lui là. Mais avant de passer à la suite, un petit mot de notre sponsor Odoo. Les sponsors permettent de faire vivre la chaîne, et Odoo est un sponsor régulier sur cette chaîne, donc merci à eux. Et entre nous, vous commencez à bien les connaître, et pour cause, les applications qu'ils proposent sont vraiment très utiles. La preuve, j'utilise Odoo au quotidien pour ma boutique en ligne Cameflex. Et oui, parce qu'Odoo c'est une gamme d'applications pensée pour simplifier la gestion d'une entreprise, qu'elle soit petite ou grande. Parmi ces plus de 45 applications, vous avez un paquet de trucs essentiels, hein. La création de sites web, la comptabilité, la gestion d'inventaire, la signature de documents ou la facturation. Et leur application de facturation est vraiment bien pensée justement. On peut évidemment choisir ses clients, les enregistrer, choisir ses produits, éditer la facture comme on le souhaite, mais aussi envoyer ses factures directement par mail et gérer tous ces échanges depuis le chatter de l'app. L'année prochaine va arriver progressivement la facturation électronique obligatoire, et ça tombe bien parce que Odoo a déjà prévu le coup avec l'intégration de PayPal qu'il suffit d'activer dans les paramètres de facturation. Donc c'est très simple et surtout c'est gratuit. Et en plus de la facturation, il est super facile de mettre en place un mode de paiement en ligne avec PayPal, Stripe ou autre. Mais là vous allez me dire, oui mais je vais devoir payer une application de facturation, puis une autre application pour créer mon site e-commerce, etc., etc. Et à la fin je vais me retrouver avec un abonnement hors de prix à payer tous les mois. Eh ben pas du tout. Si vous avez seulement besoin de l'application de facturation, eh ben c'est gratuit. Et si vous ressentez le besoin d'utiliser plus de fonctionnalités d'Odoo plus tard lorsque votre entreprise aura évolué, eh ben à partir de 19,90 €, vous pouvez débloquer l'accès à toutes les autres applications d'Odoo. C'est génial comme formule parce que ça permet de tester la première app complètement gratuitement et pendant autant de temps qu'on le souhaite avant de se décider si on veut utiliser les autres apps. Je vous l'ai dit, j'utilise personnellement Odoo moi depuis plus d'1 an maintenant pour gérer entre autres ma boutique en ligne, et je vous le dis honnêtement, je suis plus que satisfait du service. Merci encore à Odoo de soutenir la chaîne. Si vous gérez une entreprise, je vous conseille vivement de vous pencher sur les apps d'Odoo. Je vous garantis que vous serez pas déçus. Alors pour cette deuxième partie de vidéo, je vais peut-être un peu avoir une gueule de fatigué parce que je me suis levé super tôt pour aller à la première séance de France de Avatar 3. Ils nous ont même donné un petit ticket spécial qui brille. Bref, tout le monde s'en fout. Si vous voulez, vous pouvez aller écouter l'épisode de Cameflex dans lequel on parle du film d'ailleurs. Cameflex, c'est mon podcast hebdo dans lequel Tom et moi on revient chaque semaine sur les sorties en salle, et c'est aussi dispo sur YouTube. Et je cherche un monteur ou une monteuse d'ailleurs. Si vous faites du montage en freelance et que vous êtes situé dans la région Hauts-de-France, c'est très important. Envoyez-moi votre candidature à l'email qui s'affiche juste ici avec CV, bande démo, etc. Bref, on retourne à nos milliardaires. Bon, du coup, on a parlé de David et de son studio Skydance, mais David, il rêve de plus gros. Skydance, c'est cool, ça marche bien, il peut faire les films qu'il aime, mais lui, ce dont il rêve, c'est de posséder et de diriger une major, un studio de cinéma historique, et son choix se porte assez naturellement vers le studio avec lequel il travaille depuis maintenant plus de 10 ans, Paramount. Surtout que Paramount, ils sont pas en grande forme depuis quelques années. Leur plateforme de streaming Paramount Plus leur fait perdre des millions de dollars, l'action de la société a perdu plus de 50% de sa valeur au cours des précédentes années, et leurs différentes chaînes câblées ont perdu une grande partie de leur audimat. David il se dit alors qu'avec son pédigré et l'argent de son papa, il serait un bon candidat pour reprendre les rênes du studio historique. Mais pas si vite. Racheter un studio comme ça, même si on a les ressources financières, ça se fait pas du jour au lendemain. Et encore moins quand un mec comme lui dirige le pays.
Le 7 octobre 2024, juste avant les élections présidentielles américaines, la chaîne CBS diffuse sa traditionnelle interview des candidats dans l'émission historique 60 Minutes. Sauf que l'interview d'un seul des deux candidats sera diffusée ce jour-là, celle de Kamala Harris, car Trump a décidé d'annuler son rendez-vous avec l'équipe de tournage de 60 Minutes au dernier moment. Former President Donald Trump accepted our invitation, but unfortunately, last week, Trump canceled. C'est la première fois en plus de 50 années d'existence qu'un candidat refuse de participer à l'exercice. Peu importe, l'interview de Kamala Harris est bien diffusée le 7 octobre au soir. Et cette interview, elle va pas du tout plaire à Donald Trump. Does the U.S. have no sway over Prime Minister Netanyahu? The work that we do diplomatically with the leadership of Israel is an ongoing pursuit around making clear. Le problème avec l'extrait que vous venez de voir, c'est qu'il a été monté. Bon, en réalité, faire du montage pour synthétiser le discours d'une personne interviewée, c'est assez normal, surtout que le montage de 60 Minutes ne modifie pas particulièrement le sens de la réponse de Kamala Harris, mais peu importe, parce que ce montage, cette réponse synthétisée, pour Donald Trump, ça équivaut à une tentative d'interférence dans l'élection. That's called election interference fraud, okay? Her answer was so incompetent that CBS and 60 Minutes, a prestigious show, but I knew they were crooked as hell for years. So they took her entire statement out and they took some just words. It's just words. She doesn't know what the hell she's talking about. I'm telling you, there's something wrong with her. Un mois plus tard, Trump va attaquer en justice CBS, la chaîne sur laquelle 60 Minutes est diffusée. And in fact, in honor of you, I just sued CBS today because of 60 Minutes. Il va les attaquer pour 20 milliards de dollars. Je veux 12 quadrillions de dollars. C'est un peu la vibe là. Et c'est pas la première fois que Trump attaque la presse pour des sommes ridicules quand on publie quelque chose qui lui plaît pas. Il adore faire ça. Le président américain porte plainte contre le Wall Street Journal pour diffamation. Donald Trump réclame plus de 10 milliards de dollars au Wall Street Journal. Bref, quel est le lien avec tout le reste de notre histoire? Vous inquiétez pas, j'y viens. Vous savez à qui appartient CBS, la chaîne qui diffuse 60 Minutes et que Trump attaque en justice? Ça y est, on commence un peu à relier les points là. Skydance et David Ellison veulent racheter Paramount. Bon, avec son père, il a visiblement le Infinite Money Glitch, donc l'argent, ça va pas être un problème. Donc, qu'est-ce qui pourrait empêcher la fusion de ces deux sociétés? Aux USA, il y a ce qu'on appelle la FCC, la Federal Communication Commission. C'est un petit peu comme l'ARCOM, mais pas vraiment. C'est l'organisme public chargé de réguler la radio, la télévision, les télécommunications et une partie d'Internet aux États-Unis. Et quand deux sociétés de médias veulent fusionner, il faut que cette fusion soit approuvée par la FCC qui s'assure que cette fusion ne va pas créer des situations de monopole, que ça ne va pas porter atteinte au pluralisme de l'info ou impacter les consommateurs de manière néfaste. Bref, c'est la FCC qui va devoir approuver la vente de Paramount à Skydance. Et qui sont les membres de la commission qui vont approuver ou non cette fusion? Bon, déjà ils sont censés être 5 et être issus à la fois du camp républicain et démocrate pour assurer une certaine neutralité. Là, pas de bol, ils sont que 3 en ce moment, avec une seule démocrate et 2 républicains. 2 républicains nommés directement par Donald Trump. Alors on pourrait se dire que malgré leur nomination par le président des États-Unis, leur position et leurs avis devraient rester neutres. Et oui, en théorie, c'est censé être le cas. Mais c'est ce qui va se passer par la suite, qui va légèrement faire planer le doute sur cette supposée neutralité. La FCC va mettre des mois et des mois à approuver le rachat. Ça va traîner en longueur pendant une éternité. Et en coulisses, on suppose que ça pourrait bien être lui qui fait traîner cette approbation, et donc qui bloque le rachat. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que Trump, il est plutôt très copain avec Larry Ellison. Vous n'êtes pas sans savoir que l'application TikTok devait être interdite aux États-Unis pour des craintes liées à un éventuel accès du gouvernement chinois aux données des utilisateurs américains. Essentially with TikTok, I have the right to either sell it or close it, and we'll make that determination. Cette interdiction a été reportée, puis annulée, puis on sait plus trop en fait. For all of you, and the president will be signing the deal, the official deal, later this week at some point. Under the terms of this deal, TikTok will be owned by a majority of American investors. Le 25 septembre 2025, Donald Trump signe enfin un décret officialisant la cession de la branche américaine de TikTok à plusieurs grandes sociétés américaines. TikTok. Et la société qui est la grande gagnante de ce deal, c'est Oracle. Oracle qui va désormais héberger les données de tous les utilisateurs américains de l'application. We have American investors taking it over, including Larry Ellison. And Oracle, I guess, is going to play a very big role.
Mais les relations entre Trump et Ellison remontent un peu plus loin. Larry n'a jamais vraiment été un soutien explicite de Donald Trump, excepté la fois où il a organisé une collecte de fonds pour sa campagne dans sa propriété en Californie. Mais non, à part ça, je vous jure, Ellison a toujours privilégié le soutien d'autres candidats, qu'ils soient républicains ou démocrates d'ailleurs. Pourtant, dès les premiers jours de son deuxième mandat, Trump va inclure officiellement Larry Ellison et Oracle dans la création d'un projet à plusieurs centaines de milliards de dollars, le projet Stargate, qui a pour ambition de développer plein d'outils et d'infrastructures liés à l'intelligence artificielle. Thank you, Mr. President. We certainly couldn't do this without you. This is a very exciting program for Oracle to be a part of. Et idéologiquement, la famille Ellison a l'air plutôt bien alignée avec au moins une partie de l'agenda politique de Trump. Pour montrer patte blanche au moment de l'approbation du rachat par la FCC, David Ellison va promettre de supprimer les politiques de diversité, équité et inclusion, un point très important dans le programme de Trump. We've ended the tyranny of so-called diversity, equity and inclusion policies all across. De son côté, Paramount va annoncer l'annulation du Late Show de Stephen Colbert, qui était très ouvertement critique de Trump. Donald Trump and Elon Musk, or as they're known by their celebrity couple name, two huge jagoffs. L'émission était pourtant le late show le plus populaire de la télé américaine, mais la chaîne affirme que cette annulation n'a rien à voir avec l'approbation de la FCC et qu'en réalité il s'agit d'une décision purement financière. Et enfin, il y a une autre concession que Paramount va faire à l'administration Trump dans le but supposément d'accélérer l'approbation par la FCC, et c'est celle-là qui va faire beaucoup parler. Vous vous souvenez que Trump avait attaqué CBS à propos de l'interview de Kamala Harris pour 20 milliards de dollars, je répète ce chiffre qui est quand même hallucinant. Bon, et bien Paramount, qui est la maison mère de CBS, va décider de capituler et de régler cette dispute à l'amiable en versant 16 millions de dollars. Paramount has agreed to pay Donald Trump $16 million to settle a lawsuit. Tonight, a $16 million settlement. Paramount, the parent company of CBS, announcing it will pay President Trump's legal fees and give money to his future presidential library. Les 16 millions ont été versés à la future bibliothèque présidentielle et pas directement au président, mais quand même, ça sent la capitulation. Well, Larry Ellison's a friend of mine. He's a great guy. We did a deal for about $16 million plus 16 million or maybe more than that in advertising. I think he's going to run CBS really well. I think he's great. He's got a son who's a fantastic young man too. Cette décision d'accord à l'amiable, elle va être vivement critiquée, déjà par l'équipe de 60 Minutes, dont le producteur exécutif va démissionner, mais aussi par bon nombre de journalistes et d'observateurs qui vont y voir un bon gros pot de vin, pour reprendre les mots de certains. Now, I believe that this kind of complicated financial settlement with a sitting government official has a technical name in legal circles. It's big fat bribe. Because Parce que seulement 22 jours après cet accord à l'amiable, la FCC va enfin approuver la vente de Paramount. Quelle coïncidence! Et ce timing plus qu'étrange, c'est pas moi qui le pointe du doigt, c'est l'une des membres de la commission de la FCC. Je vous ai dit qu'ils étaient seulement 3 en ce moment, et Anna Gomez, la seule démocrate qui siège à la commission, a dénoncé publiquement un sombre chapitre s'ajoutant à une série d'atteintes de plus en plus nombreuses qui menacent la liberté de la presse dans notre pays. Bon bah c'est bon, le deal est fait, le rachat est finalisé, Skydance a racheté Paramount pour 8 milliards de dollars, il y a sûrement eu des magouilles en coulisses pour servir un agenda politique et pour faire plaisir à un président un poil susceptible, mais c'est tout? C'est la fin de l'histoire? Non. Parce qu'il y a deux petits malins qui ont pas encore dit leur dernier mot. I mean, who the hell does this president think he is? The government can't cancel the show. I mean, what show are they gonna cancel next? We're terribly sorry. South Park, il faut savoir que c'est la poule aux œufs d'or pour Paramount qui possède la série. De toute son histoire, la série n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui, et les créateurs, Matt Stone et Trey Parker, n'ont pas pour intention de se faire piquer les fruits de ce succès. Au mois de juillet 2025, le deal qui encadre la diffusion de South Park arrive à son terme avec Paramount, et les négociations pour renouveler ce deal sont rendues un poil compliquées par l'interférence de Skydance, qui, je le rappelle, est toujours à ce moment-là en attente de l'approbation de la FCC pour racheter Paramount. En gros, les créateurs, Matt Stone et Trey Parker, demandent un accord à 3 milliards de dollars pour 10 ans. Mais Skydance est un peu frileux à l'idée de s'engager sur une aussi longue période de temps pour un montant aussi élevé. Le souci, c'est qu'en attendant qu'un deal soit signé, South Park disparaît complètement des plateformes de streaming pendant plusieurs semaines. Et surtout, la nouvelle saison, qui doit commencer sa diffusion à la fin du mois, ne pourra pas être diffusée avant qu'un accord soit trouvé. Cette fusion entre Paramount et Skydance, elle va tellement poser de problèmes aux créateurs de la série au moment de cette renégociation de contrat, qu'un message sera publié sur les réseaux sociaux de la série disant que
que cette fusion est un bordel et c'est en train de baiser South Park. On est actuellement au studio en train de bosser sur des nouveaux épisodes et on espère bien que les fans pourront les voir un jour. Un accord sera finalement trouvé le jour même de la diffusion du premier épisode de la saison 27, accord d'environ 1,5 milliard de dollars pour une durée de 5 ans. Donc ils ont trouvé un compromis. Et l'épisode 1 de la saison 27 est diffusé le 23 juillet 2025. Et si vous avez vu l'épisode en question, vous savez déjà un peu de quoi on va parler. What are you, some kind of dictator from the Middle East? A dictator from the Middle East? Hey, relax, guy. I'm just your average Joe. Take a rest. Pour la première fois de l'histoire de la série, le vrai, entre guillemets, président Donald Trump apparaît en tant que personnage. Personnage qui va devenir assez récurrent dans les épisodes suivants d'ailleurs. Alors, la critique, elle est pas vraiment subtile, hein. Trump a un petit zizi, il est complètement con, et surtout, il a un petit zizi. Son chara-design et sa relation avec Satan font aussi référence à Saddam Hussein, qui apparaissait dans le premier film South Park, qui est un banger d'ailleurs, c'est l'une des meilleures comédies musicales de ces 30 dernières années. Bon, tout ça c'est très marrant, mais c'est le contexte dans lequel cet épisode est diffusé qui rend les choses particulièrement tendues. You really want to end up the cult? You guys gotta stop being stupid. Just shut up. We're going to get canceled, you idiots. Avec le pouvoir qu'ils ont, les créateurs de la série ont décidé d'envoyer une petite crotte de nez, voire même une tempête de crottes de nez, à Paramount et à l'administration Trump au passage. You remind me more and more of this other guy I used to date. Like, a lot. Like, you guys are exactly alike. This is 60 Minutes. Oh boy. Oh, shit. The townspeople claim that the president, who is a great man. A great man. Great guy. We know he's probably watching. And we are just reporting on this town in Colorado that's being sued by the president and they are fighting back. And just to be clear, we don't agree with them. No. We think these protesters are total retards. Malgré tout, et même s'ils ont un certain pouvoir avec le poids que pèse leur série, et les rentrées d'argent et d'abonnement pour Paramount Plus qu'elles représentent, et bah c'est pas pour autant que Matt Stone et Trey Parker ont envie de rigoler de tout le monde. The kid of a tech billionaire does feel like someone you would make fun of on the show, I have to say. Not this one. Yeah. But have you ever done Larry Ellison on the show? No, won't be making fun of him either. Nope. He's safe for now. Yeah. Avec le rachat de Paramount et le deal sur TikTok, le clan Ellison se retrouve un peu du jour au lendemain avec un pouvoir médiatique absolument gigantesque. On pourrait se dire, oui, ça va, Paramount ne fait que passer d'une famille de milliardaires à une autre, mais pas vraiment en fait. Les changements chez Paramount depuis le rachat, ils sont bien réels. Je vais vous montrer un truc. Ça, c'est le mémo que David Ellison a envoyé à tous les employés 2 mois après l'officialisation du rachat. Le nouveau Paramount, focalisé sur le futur, va nécessiter des changements significatifs. Nous allons supprimer des postes. Aujourd'hui, nous entamons le processus difficile d'informer les employés impactés. David Ellison. C'est plus de 2000 employés qui vont être licenciés dans les équipes de Paramount. Et après tout, lors d'une opération de ce type, c'est assez attendu les licenciements massifs. Sauf que il y a plein d'autres changements en interne. Bon, déjà, on va parler de ce qui nous intéresse tous, le cinéma. Et donc, pour ce qui est de la programmation des films, déjà, dites bye-bye à un bon nombre de projets mis en chantier sous l'ancienne direction. À la place, on aura le droit au film Call of Duty. Ouais, ça c'est le gros projet qui tient à cœur à David Ellison. Dites aussi bonjour à un film centré sur le motocross avec Timothée Chalamet et réalisé par James Mangold, ou encore à la 1494e adaptation de A Christmas Carol avec le grand retour de Johnny Depp dans un grand rôle après les nombreuses affaires liées à son divorce avec Amber Heard. Et qu'en est-il de la qualité artistique, me demandez-vous? Eh ben, pour vous donner un exemple que je trouve assez parlant, Paramount serait actuellement beaucoup moins intéressé par le développement des suites Tortue Ninja en animation, écrit par le duo Seth Rogen et Evan Goldberg. Le premier film était une belle proposition assez audacieuse et plutôt réussie, donc ils sont beaucoup moins intéressés par ça que par une adaptation live des Tortues avec le producteur des films Sonic à la barre. Putain, mais tuez-moi tout de suite en fait. Et il y a une news dont vous avez peut-être entendu parler. Paramount a greenlighté la production d'un 4e opus des films Rush Hour après une demande directe de la part de Donald Trump. Alors, déjà, ça existe vraiment, les fans des films Rush Hour? Parce que, pour moi, aux dernières nouvelles, c'était juste des gros navets réalisés par l'un des pires tâcherons d'Hollywood, qui repompaient allègrement toutes les cascades cool des films hongkongais de Jackie Chan, en les filmant comme de la merde. Bon, comme ça prête à sourire, hein. On pourrait croire à un simple caprice de Donald Trump, qui adore tellement le duo Chris Tucker-Jackie Chan, qu'il utilise son influence et son pouvoir sur Paramount pour pouvoir voir un nouvel épisode de sa saga d'action préférée. Mais la réalité est bien plus crado. Faut savoir que le réalisateur des films Rush Hour n'est autre que Brett Ratner, c'est lui là.
Oh putain, la gueule de la photo. Un réal effroyable, banni d'Hollywood en 2017, après qu'une femme l'ait accusé de viol, que 6 autres l'aient accusé d'agression sexuelle, et qu'Elliot Page l'ait accusé de harcèlement sexuel sur le tournage de X-Men 3. Ça fait vraiment beaucoup. Sauf que récemment, Brett Ratner, il a réalisé un petit documentaire qui sortira en janvier 2026 sur Amazon Prime sur la première dame, Melania Trump. Here we go again. Et là, on peut commencer à se demander si Donald Trump est vraiment si fan de Rush Hour que ça, ou s'il a pas juste fait une fleur à un réal dégueulasse en forçant la main à Paramount pour lancer la production de son prochain film. Toute cette nouvelle ligne édito au sein de Paramount arrive en même temps qu'un vrai bouleversement de la culture de l'entreprise, puisque certains employés témoignent d'une ambiance de travail plus agressive, où on s'embête plus trop avec les formes quoi. Bref, les choses changent chez Paramount, et c'est surtout le monopole médiatique qui est en train de consolider la dynastie Ellison qui est inquiétant. Meghan, elle est plus vraiment dans la course. Annapurna ne sort quasiment plus de films, même si effectivement ils sont à l'origine de projets salués par le public et la critique comme le jeu vidéo Stray, mais depuis la fin des années 2010, c'est vraiment pas la joie niveau production de films. Meghan a visiblement eu quelques difficultés à gérer les finances de la société, si bien que son père, Larry, a fini par arriver en 2018 pour un peu restructurer tout ça. Non, c'est surtout David et Larry qui ont l'air d'avoir de la suite dans les idées. Alors, on pourrait juste penser que David et Larry sont deux entités indépendantes, qui gèrent chacun leur truc de leur côté. Bon, déjà non, parce que Larry a pris une participation de 27,5% dans la toute nouvelle Paramount Skydance Corporation, et qui a pas mal d'indices qui laissent penser que toute cette affaire, elle est plutôt gérée en duo. My father and I couldn't have a better relationship. We talk just about every day or every other day. He is the largest shareholder in the business, and I think that's a voice that everyone should be really happy about, the fact that that's obviously, helping to guide and steer the company. On le rappelle, le clan Ellison possède désormais l'un des studios les plus importants d'Hollywood. Ils ont des billes dans l'une des applications / réseaux sociaux les plus téléchargées aux États-Unis. Ils sont aussi plutôt bien alignés avec l'idéologie du pouvoir en place, et pourtant, c'est toujours pas suffisant. Warner Brothers Discovery announced today that it is putting itself up for sale. The company which... Ouais, vous avez pas pu passer à côté de l'info, Warner Bros est à vendre. Et pour l'heure, c'est Netflix qui a remporté les négociations et qui va racheter le studio pour 83 milliards de dollars. Mais vous allez voir que ce rachat, il est pas encore gagné, parce que David Ellison est plus qu'intéressé pour reprendre les rênes du studio, et il a pas dit son dernier mot. Pour comprendre tout ça, il faut qu'on remonte quelques mois en arrière. Déjà, Warner Bros est criblé de dettes, et c'est l'une des raisons pour lesquelles David Zaslav, le CEO contrôleur controversé du studio, réfléchit depuis quelques mois à séparer la société en deux. Leur studio de cinéma qui fait beaucoup de profit en ce moment d'un côté, et toute leur chaîne de télé qui ne rapporte clairement pas assez de l'autre. Et David, lui, il va sauter sur cette opportunité d'étendre un peu plus son empire médiatique en faisant une offre, non sollicitée d'ailleurs, à Warner Bros. Il est allé voir David Zaslav directement chez lui, il a toqué à sa porte pour lui proposer un deal. Proposition que Zaslav va refuser instantanément, Ellison va revenir à la charge avec une meilleure offre, ça va encore être refusé, il va revenir à la charge, mais avec toutes ces offres non sollicitées de la part de David Ellison, le bruit commence à courir à Hollywood que Warner Bros est à vendre. Et c'est comme ça que Netflix et Comcast, la société mère d'Universal, vont notamment entrer dans la course, ce qui va déclencher une guerre d'enchères pour racheter le studio qui possède, on le rappelle, des licences comme Harry Potter, Matrix, Game of Thrones, DC et j'en passe. Mais après quelques semaines de négociations agressives, Warner va finalement choisir l'offre de Netflix de 83 milliards de dollars. Mais contrairement à Ellison, Netflix n'est intéressé que par une partie de Warner Bros Discovery, ses divisions streaming et cinéma, donc en gros le studio de cinéma historique, les chaînes HBO et la plateforme HBO Max. Ellison, lui, il propose de racheter tout Warner Bros Discovery, avec les chaînes de télé et tout le reste. Bon, ça pose évidemment un gros problème de monopole. Netflix contrôle déjà 20% du marché du streaming, et en absorbant HBO Max, ils contrôleront donc à peu près un tiers du marché, ce qui risque entre autres de faire exploser le prix des abonnements. Enfin bref, il y a une vraie menace pour le consommateur, pour vous et moi. Malgré l'accord passé entre Netflix et Warner, Ellison ne se laisse pas faire. Un fils de milliardaire, on lui dit pas non. Surtout qu'il a des arguments de taille, le David. Donc déjà, son premier argument, c'est que lui, il veut racheter l'intégralité de la société. Mais le truc, c'est que son prix est un petit peu bas par rapport à tous les actifs que Warner Bros possède. Le deuxième argument qu'il arrête pas de mettre en avant de manière très appuyée, c'est ses liens avec l'administration Trump. What I would say is I'm incredibly grateful for the relations that I have with the president. En gros, ce qu'il dit, c'est moi, je suis copain avec Trump. Trump, il a le pouvoir de faire accélérer les choses du côté de la FCC, du département de la justice, de la Federal Trade Commission, etc., etc. Donc, pour que ça aille plus vite, il vaut mieux que vous vendiez à moi. Je trouve ça vraiment assez ouf parce que pour moi, ça ressemble vachement à de la pure corruption dont il se vante à voix haute. Et c'est pas fini parce qu'Ellison a annoncé que si sa société rachetait Warner, il opérerait de gros changements chez CNN, la chaîne de télé. En gros, il ferait un peu le ménage, quoi. Et on le sait, CNN, c'est un petit peu la bête noire de Donald Trump. Medical professionals
channels have warned No, for I decades. said, no, not you. You're CNN, you're fake news. Go ahead. Thank you, Mr. President. Donc promettre de faire le ménage chez CNN pour potentiellement plaire à Donald Trump, ça ressemble toujours un peu plus à de la corruption. Et enfin, l'un des derniers arguments de David Ellison, c'est que l'un des soutiens financiers de Paramount dans ce rachat, en dehors des fonds saoudiens qui posent encore plus de potentiels problèmes d'ingérence, l'un des principaux soutiens financiers de Paramount, c'est Jared Kushner via sa société Affinity Partners. Qui est Jared Kushner? Le gendre de Donald Trump. Donc tout ce qui est conflit d'intérêts, tout ça, ça a pas l'air de poser plus de problèmes que ça. Hein. Avec ses arguments de taille et après l'officialisation du rachat par Netflix, Ellison ne se laisse pas abattre et il se lance dans une OPA hostile de Warner. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben en gros, c'est qu'au lieu d'avoir l'approbation de la direction de la société, il va directement passer par les actionnaires en scred et essayer de les convaincre eux. Pour l'instant, Warner refuse toujours le deal de Paramount et a clairement incité ses actionnaires à ne rien accepter de leur part. Ah, on me dit dans l'oreillette que Jared Kushner, le beau-fils de Donald Trump, se retire et ne soutient plus financièrement Paramount dans ce rachat. Ah, attendez, il y a Larry, le papa de David, qui arrive à la rescousse et qui propose de mettre 40 milliards sur la table pour que Warner vende à Paramount. Bon, c'est carrément le bordel, hein. Il y a 3 news qui tombent tous les jours autour de ce rachat, mais quelle que soit son issue, hein, qu'on ne connaîtra probablement pas avant plusieurs mois, le rachat de Warner est assez terrifiant. Et on est bien obligé de constater que depuis quelques années, les grands studios hollywoodiens changent et fusionnent. Les patrons de la tech de la Silicon Valley ont pris le pouvoir, hein, déjà avec Netflix qui bouscule tout le monde sur son passage, mais aussi Amazon qui vient de se payer MGM, ou encore la famille Ellison, elle aussi issue de la tech, qui prend le contrôle de Paramount. Depuis quelques années, il y a aussi moins de studios, tout simplement. La Fox a été absorbée par Disney, et avant leur rachat, MGM et Paramount avaient vraiment perdu de leur superbe. Ils produisaient moins de films, et à part quelques exceptions, ils n'ont pas eu d'immense succès. Hollywood est en train de changer sous nos yeux. Et pour revenir à notre histoire, s'il y avait un retournement de situation dans le rachat de Warner, ce qui est encore tout à fait possible, hein, le clan Ellison pourrait alors contrôler un empire médiatique et culturel sans précédent. Quel que soit l'endroit où vous vous positionnez sur l'échiquier politique, une telle concentration de pouvoir n'a jamais été vue dans l'histoire, et elle mérite qu'on s'y intéresse et qu'on se pose les bonnes questions. La question n'est pas de savoir si Paramount va se mettre à produire des films plus progressistes et mettre en avant les minorités, revenir à un modèle du héros baraqué aux valeurs conservatrices, ou produire Rush Hour 4 ou je ne sais quelle autre connerie. La vraie question, c'est de savoir s'il est sain de laisser se constituer un monopole médiatique d'une telle envergure, un monopole sans précédent, dirigé par l'une des familles les plus riches du monde, une famille cul et chemise avec le pouvoir en place. Si ce sujet vous intéresse, j'ai fait une autre vidéo qui parle de ce qui se passe en France pour le coup, avec les sombres secrets que vous cachent nos salles de cinéma. Je vous laisse regarder ça juste ici. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur tout ce qu'on vient de traiter. S'il vous plaît, restez courtois et respectueux les uns avec les autres. Je pense que pour avoir un débat serein, c'est pas trop mal. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Il y a du très lourd qui arrive bientôt sur la chaîne, donc on se retrouve très bientôt. Ciao.